Bienvenue au podcast Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux. En compagnie de Marc-André, on va faire un retour sur la belle victoire des Alouettes lors de leur tout premier match à domicile la semaine dernière contre le Rouge et Noir d'Ottawa. On va également regarder de l'avant parce que les Alouettes seront déjà de retour en action dès vendredi soir à Toronto contre leurs rivaux de section, les Argonauts. Alors ça, c'est une rencontre qui promet, étant donné que les deux équipes sont toujours invaincues et toujours en compagnie de Marc-André, dont on va jaser de Fantasy Football. Alors, comme d'habitude, je vous invite à partager les extraits du podcast que je publie sur mes réseaux sociaux. Pas sur Facebook pour l'instant, parce que depuis la semaine dernière, ma page Facebook a été piratée. Alors, on essaie d'entrer en contact avec Meta et Facebook, ce qui n'est pas vraiment facile. En tout cas, ça, je comprends pas ça. Hein. Quand même, là, ces compagnies-là existent à cause des gens qui se sont abonnés, qui ont parti des comptes sur, que ce soit via Instagram, via Facebook. Puis là, c'est très difficile d'entrer en contact avec eux. En tout cas, pour l'instant, ma page Facebook est désactivée à cause de ça. Mais quand même, vous pouvez me suivre soit via Twitter, soit via Instagram et même TikTok. Alors, je vous invite à le faire et à partager les extraits avec vos amis. Répandez la bonne nouvelle si vos amis sont également des amateurs de football de la Ligue canadienne, des Alouettes, de la NFL. Eh bien, partagez les publications du podcast Le Sac du Cœur et abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore. Alors, sans plus tarder, on va accueillir Marc-André Chaloux. Marc-André, est-ce que tu as déjà une page Facebook, un compte, un de tes comptes de réseaux sociaux qui a été bloqué? Non, Bloqué ou non, je piraté? sais pas. Ouais. Puis non, vraiment pas. J'ai jamais vraiment eu ça. Puis c'est pas parce que mes mots de passe sont vraiment recherchés et pourtant, je serais si facile à me faire pirater. C'est pas si pire que ça, mes mots de passe. Mais non, vraiment. Puis écoute, ça a l'air compliqué ton affaire, Didier. C'est un peu triste. J'espère qu'on va pouvoir retrouver ta page Facebook assez rapidement. Ah, on va voir. Je me suis fait hameçonner. C'est ça qui est arrivé. Puis c'est ça qui a fait en sorte que ma page Facebook a été bloquée. En tout cas, on va voir. On travaille là-dessus, là, mais j'ai pas espoir d'être en mesure de retrouver ma page Facebook, malheureusement. Je trouvais ça bizarre de recevoir de ta part une vidéo de chat, là. Pas ton genre. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Là, tu t'es dit, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui Ouais, fonctionne ouais, pas. Ouais. ouais, Bref, ouais, en tout ouais. cas, s'il y a Ah, quelqu'un qui nous regarde, qui écoute le podcast, puis il y a des contacts avec Meta et Facebook, on apprécierait votre aide, ça, c'est certain. Ben si écoute, Mark ouais, vas-y. Zuckerberg écoute le podcast, on va laisser le numéro, ton numéro en bas de l'écran. Non, tu vas te faire Ouais, pirater c'est ça. encore. Ouais, 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 ouais. exactement. Je suis pas certain qu'ils nous écoutent, mais bon. Écoute, on Tu va vas en parler gagner des des Alouettes. croisières. Ouais, ouais, peut-être qu'il va m'inviter à son bunker. Je sais pas si tu as déjà vu Ouais, des images de son ouais, bunker, puis ouais, là, ouais, ouais. c'est vraiment impressionnant. Bref, j'amènerai avec moi si jamais il m'invite Ouais. et qu'il OK, entre ben en cool, contact avec cool. moi. All right. On amènera C'est Guillaume moi avec ta nous. Bon, soupape de sécurité. Oui, vas-y. ouais, On exact, commence, on exact. Bon, commence, on allez, commence, ouais, vas-y. on va commencer pour de vrai. Oui, alors, les Alouettes, oui, ben, c'est ça, écoute, ça a été une belle victoire des Alouettes, comme je le disais tout à l'heure, contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Et on a marqué 47 points. Les Alouettes qui ont maintenant marqué 97 points en 3 rencontres depuis le début de la saison. Ça leur vaut le deuxième rang de la Ligue canadienne. En fait, il y a juste les Rough Riders à Saskatchewan qui ont marqué plus de points que les Alouettes. Ils ont juste marqué un petit point de plus. Ils ont 98 points du côté de la Saskatchewan. Mais bref, ça a vraiment été toute une performance des Alouettes. Est-ce que tu as regardé la rencontre, Marc-André? Qu'est-ce que tu as pensé de Oui, ça? oui, oui. Cette belle Ouais, ouais, performance, ouais. surtout avec toutes les festivités qu'il y avait avant le match, les Alouettes ont vraiment livré la marchandise avec tout un spectacle. Écoute, je sais pas si tu as déjà vu Scooby-Doo, mais tu sais, il y a toujours un monstre, des fois. Quand il capture la personne, il enlève comme le masque Ouais. ou la face, puis c'est une autre personne. Je me demande encore si Cody Fajardo, si on le capture, on y enlève, ça va être Patrick Mahomes, genre. Il est honnêtement incroyable cette saison, Didier. J'étais sceptique à l'endroit de Cody Fajardo. J'ai toujours trouvé que c'était un corps, disons, euh, un game manager en anglais qu'on dit, un Alex Smith, disons. C'est le game manager parfait. Un corps qui en fait, qui fait pas beaucoup d'erreurs, mais qui sait comment contrôler le tempo d'un match. Mais là, il est tout simplement spectaculaire cette saison, Cody Fajardo. Vraiment, c'est vraiment un homme différent. Ce qu'une année peut faire dans une attaque, dans un schéma au niveau de Fajardo et des Alouettes, c'est vraiment époustouflant, Didier.
Oui, dès le camp d'entraînement, on sentait que Cody Fajardo était en confiance comparativement à l'année dernière. Je ne sais pas si c'est dû au fait qu'il a mené les Alouettes à la conquête de la Coupe Grey et qu'il a été sélectionné joueur par excellence de la grande finale, mais aussi, ben là, il connaît ses coéquipiers. Parce que l'année dernière, à part date, bon, il tentait de. Tout le monde essayait d'apprendre à se connaître. Là. Les joueurs d'attaque des Alouettes essayaient de se familiariser avec le système de jeu de Jason Mask, Fajardo. Comme il l'a dit durant le camp d'entraînement, lui, il essayait d'apprendre le nom des joueurs, de ses nouveaux coéquipiers. Donc, je pense qu'il y a vraiment de la confiance et de la chimie qui règne autant du côté de l'attaque que de la défense des Alouettes, parce que Danny Machocha a fait du bon travail afin de conserver le noyau des joueurs de l'équipe de l'année dernière. Et puis, finalement, on a juste continué là où on avait laissé la saison dernière. Mais Fajardo, écoute, mis à part une passe là, en direction de Reggie White, qui était tout seul dans la zone des buts, ben écoute, comme tu l'as dit, il a été magistral là, contre Ottawa, vraiment. Puis que dire de la performance de Tyson Philpott, qui a Ah, gagné plus de 100 incroyable. verges en première demi uniquement. Là, tu as Keon Julian Grant, qui lui aussi a amassé plus de 100 verges pour la rencontre. Puis les deux sont tellement rapides et explosifs. Écoute, on en parle à toutes les semaines, mais on n'a pas le choix, parce qu'à toutes les semaines, ils font des jeux et ils sont de loin le meilleur duo de receveurs canadiens. Absolument. On se demandait avant le début de la saison si on allait s'ennuyer de Austin Mack. Ben, avec les performances de Phil Pott, spécialement, ben, on s'ennuie pas du tout d'Austin Mack, en espérant que il peut faire les Falcons d'Atlanta s'il le souhaite, parce qu'on est en bonne main avec les Alouettes, avec Tyson Philpott, qui entre Jordan Grant est incroyable. On a vraiment un groupe de receveurs impressionnant. Cole Speaker a eu des bons catchs aussi lors du dernier match. Oui, On voit moins Charleston Rambo. Puis là, justement, avec le retour de Reggie White, ça nous donne quand même un groupe de receveurs assez compétent, je dirais, du côté des Alouettes. oui, non, t'as raison. Rambo, est-ce que j'ai hâte qu'on l'implique plus, mais il ne faut pas oublier qu'il est une recrue. L'année dernière, il jouait encore dans les rangs universitaires, là, ça, faut pas oublier ça. Mais éventuellement, regarde, je pense qu'on va réussir à l'impliquer. Pour l'instant, écoute, on n'en a pas besoin, les autres receveurs fonctionnent à plein régime. Mais avant qu'on commence l'enregistrement, tu mentionnais comment Jordan a fait des jeux aussi avec ses jambes, hein. Il est en Ouais. mesure de courir. Écoute, il a réussi une course d'une trentaine de verges. Puis encore une fois, durant le camp d'entraînement, il nous disait qu'il avait perdu une dizaine de livres, qu'il voulait être plus rapide. Alors, jusqu'à présent, écoute, ça fonctionne. Tout fonctionne. Tout ce que Fajardo fait, ça fonctionne très bien. Du moins, ça a fonctionné très bien la semaine dernière contre le Rouge et Puis Noir d'Ottawa. c'est vraiment sa prise de décision qui est exceptionnelle en début de saison. Puis si on revient au groupe de receveurs, ben, on se demandait, il y a un travail colossal fait par Danny Machocha au cours des dernières années. Si on remonte à lorsqu'on avait échangé, tu te souviens, un Jay Kwinecki qui était quand même apprécié à Montréal, on s'est dit, mon Dieu, on a échangé Kwinecki pour pas grand-chose. Finalement, Jay Kwinecki, ben, je ne l'ai pas vu dans les box scores, dans les faits saillants récemment dans la Ligue Écoute, je suis canadienne. même pas Ben, certain s'il est encore dans la Ligue canadienne. L'année passée, il était en Saskatchewan. Suzuki, réellement, il a connu une bonne saison. Il a connu une bonne saison. La saison suivante avec les Alouettes, ça avait été difficile. C'est pour ça que Danny Machocha avait décidé de ne pas le ramener. Puis même l'année passée, avec les Rough Riders, on l'a presque pas vu. Puis cette année, écoute, j'en ai regardé des matchs de la Ligue canadienne, je ne l'ai pas vu. hmm. Donc, je suis même plus certain s'il est dans la Ligue canadienne. Mais non, comme tu dis, oui, Machocha a fait du bon travail. Hein. On s'est débarrassé de. Il y a Eugene Lewis aussi. Bref, on a vraiment eu un renouveau au niveau du groupe de receveurs. Puis on se rend compte que finalement, c'était la bonne décision. Eugene Lewis a vraiment rendu de fiers services aux Alouettes, mais il était quand même. Il est vieillissant. Il a un touché, je pense, la semaine dernière. Mais mis à part cela, il gagne cher pour ce qu'il apporte au Health d'Edmonton. Donc, j'ai bien hâte de voir. Mais de l'autre côté, Fajardo, il a été excellent, mais pour moi, tout part de la défense. La défense vraiment a donné le ton. Au dernier match du côté des Alouettes, Tyrese Beverett a été tout simplement exceptionnel. Écoute, à la minute que le ballon était quelque part, Tyrese Beverett était en dedans de 2 pieds du ballon. Il a vraiment été exceptionnel. Honnêtement, la défense des Alouettes a un potentiel de devenir l'une des grandes défenses dans l'histoire de l'équipe, je pense, au cours de la saison. Ouais, avant de parler de la défense, je veux juste compléter sur qu'est-ce que tu disais, parce que je trouve que tu as amené un bon point en parlant des receveurs de passe. Parce que dans la Ligue canadienne, des receveurs américains et des porteurs de ballons américains étaient supposés en trouver. C'est pas si difficile que ça d'en trouver des bons, parce qu'il y en a tellement qui sortent des rangs universitaires américains à tous les ans. Tu sais quoi, on est rendu à plus de 130 équipes en Division 1
du football universitaire américain. Il y en a qui sont libérés des équipes de la NFL. Alors oui, c'était la bonne décision, comme tu disais, de la part de Danny Machocha. Parce que Eugene Lewis, on l'aimait, on l'a apprécié. Il a commencé sa carrière dans la Ligue canadienne avec les Alouettes. Mais de lui payer un gros salaire quand tu peux trouver d'autres joueurs qui sont aussi bons et avec un salaire beaucoup moins élevé, ben, c'était la bonne chose à faire. Tu sais, il n'y a pas de raison de payer un receveur de passe près de 200 000 dans la Ligue canadienne. Personnellement, je trouve, alors que tu peux utiliser ces ressources-là pour d'autres positions, quand tu peux trouver des receveurs américains. Mais pour en revenir à la défense, absolument raison. Pour moi, elle est la meilleure de la Ligue canadienne, puis il n'y a même pas de conversation à avoir là-dessus. Je le mentionnais la semaine dernière lors du dernier épisode. Puis encore une fois, on l'a vu. Puis Tyrus Beverett, c'était incroyable. Il était partout sur le terrain. Il a provoqué 3 revirements. Il s'est retrouvé au cœur de Ouais, 3 revirements en première demi. Puis même, il a échappé une interception. Il aurait dû en avoir 4. ouais. Absolument, absolument. Vraiment impressionnant cette défense-là. Moi, je me rappelle l'époque d'Anthony Calvillo, les Ben Cahoon dans l'attaque. Oui, mais on avait une grosse défense. Je me souviens des Tim Strickland là, quand j'écoutais les Alouettes quand j'étais jeune. Mark Tim Strickland, Estelle, ben oui. Stephen Reed, ces gars-là, ça va être. D'après moi, oui, oui, les Alouettes, on a beau dire que l'attaque a marqué. Les Alouettes ont marqué 47 points, l'attaque a été phénoménale. Mais vraiment, cette défense-là, elle est incroyable. Le front défensif, les chasseurs de corps, euh, les Alouettes cette saison, en tout cas, on peut pas vraiment les critiquer avec un tel départ de 3-0. Mais vraiment, la défense, encore une fois, je pense que oui, l'attaque est bonne, mais ce qui fait la différence, ce qui fait la force encore des Alouettes, c'est cette fameuse défense-là qui est exceptionnelle match après match, puis qui donne vraiment des positions avantageuses sur le terrain à l'attaque des Alouettes. Oui, on continue de provoquer des revirements. Darnell Sankey a connu un autre excellent match. Il est tellement robuste. Tu sais, il y a certains de ses plaqués, quand tu vois ça, les joueurs reculent. Tu te dis, waouh, j'aimerais pas ça être victime d'un de ces plaqués. La Mhm. ligne défensive continue de bien jouer. Non, écoute, ça a été une bonne performance. Tu sais, qu'est-ce que j'ai aimé de la part des Alouettes? C'est que, bon, on menait quoi, 30-1 à la mi-temps. Et au début du Ouais. troisième quart, il y a une baisse de régime. Ottawa a marqué quoi, 2 touchés, je crois, si je me souviens bien. Mais on a été capable de remettre la machine en marche du côté des Alouettes après une baisse de régime qui était normale. Bon, on menait par 29 points à la mi-temps. Tu as mentionné le nom de Reggie White. J'aimerais qu'on en parle un peu plus longtemps parce que c'est tellement une belle histoire. Reggie White prenait part à son premier match depuis octobre 2022. La dernière fois qu'il avait joué, c'est justement contre Ottawa. Il a subi une grave blessure à un genou. On ne l'a pas vu du tout durant la saison 2023, mis à part lors des entraînements. L'organisation montréalaise gardait espoir qu'il allait être en mesure d'effectuer un retour au jeu vers la fin de la saison 2023, mais lui, il ne se sentait pas encore assez à l'aise avec son genou. Et malgré tout, les Alouettes l'ont gardé. Hein? On ne l'a pas libéré durant la saison morte. On croit en son talent. Et puis, ben là, ils nous ont démontré qu'ils avaient raison encore une fois. Ce White a inscrit 2 touchés contre Ottawa. Puis on a besoin de Reggie White parce que souviens-toi, lors du premier match de la saison à Winnipeg, on a perdu les services de Tyler Snead, qui est un autre receveur américain. Puis là, à Edmonton, les autres receveurs qu'on a essayés, ils n'ont pas fait le travail. Ils n'ont pas fait le travail. Et c'est la raison pour laquelle, du côté de Jason Maas, on a décidé finalement d'insérer dans la formation Reggie White. Puis immédiatement, ça a rapporté des dividendes avec les 2 touchés qu'il a inscrits. Mais Reggie White, c'est vraiment une belle histoire de persévérance parce que ça n'a pas été facile pour lui. Et puis, tout le monde était heureux là, de le voir inscrire des touchés du côté des Alouettes. Je ne sais pas si tu as vu durant la rencontre, même lorsqu'il est retourné Ouais. sur les lignes de côté, après un de ses touchés, tous ses coéquipiers sont allés le voir pour le féliciter. Il est grandement apprécié par ses coéquipiers, par les entraîneurs. Hier, je me suis entretenu avec l'entraîneur des receveurs de passe des Alouettes après la séance d'entraînement, Michael Lanillo. Puis lui-même, il disait à quel point Reggie White, c'est une bonne personne. Et puis, ils étaient contents de le voir performer de la sorte. Puis sa personnalité est une des raisons pourquoi on l'a gardé au sein de l'équipe. Oui, à cause qu'il est talentueux, mais également à cause du genre de personne qu'il est. Moi, j'ai trouvé que c'est sûr que c'est son premier match, je l'ai trouvé un peu. Mais c'est sûr que quand tu es aligné aux côtés des marchands de vitesse comme Tyson Philpott et Keon Gillian-Grant, tu as l'air un peu plus lent sur les jeux. Mais j'ai vraiment trouvé bon. L'affaire maintenant avec Reggie White, ça va être la constance. Ce que je me souviens, c'est qu'avant, parfois, il échappait des passes faciles. Il y avait le syndrome un peu BJ Cunningham,
que j'aime dire. Hmm. Mais j'ai bien hâte de voir maintenant, c'est de trouver la constance. Oui, ça a été un bon début, un bon retour. Et à cette heure, c'est d'être constant, c'est de pouvoir capter c'est ça, dans ton jeu, de pouvoir être concentré également. Donc, mais oui, c'était un excellent départ pour Reggie White. J'ai bien hâte de voir la suite. Puis ça donne vraiment une arme supplémentaire à Cody Fajardo dans l'attaque aérienne. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vraiment, les Alouettes sont bien garnis à la position de receveur de passe. Ouais, puis à la position de receveur de passe, tu dois avoir des receveurs qui ont des styles différents. Tu as mentionné Phil Pott et Julian Grant. Eux sont des marchands de vitesse. Bon, Reggie White, il n'a pas le même style, mais toutefois, il a un gros gabarit. Il mesure 6 pieds 3 pouces. Quand tu vois Reggie White en personne, il est impressionnant. Là. Puis même là, bon, il a perdu une douzaine de livres comparativement à avant, à la suite de sa blessure à un genou. Donc là, il est plus svelte. Mais malgré tout, son type de physique, il est le seul receveur du côté des Alouettes qui est aussi imposant physiquement. Donc, tu as besoin d'avoir des receveurs qui ont des styles différents. Donc, ils complémentent bien finalement Phil Pott et Julian Grant et même Tyler Snead lorsque Tyler Snead va revenir au jeu éventuellement. Donc, ça, c'est vraiment très encourageant tout ça. Puis là, le match de vendredi à Toronto, ça va être un gros match. Parce que là, mine de rien, les Alouettes ont une fiche de 3 victoires, aucune défaite. Les Argos, un dossier de 2-0. Alors, à l'enjeu, ben, ça va être de premier rang de la section. Parce que les Alouettes vont avoir l'opportunité d'être 2-0 au sein de la section S, sont en mesure de vaincre les Argonauts de Toronto. Il ne faut pas oublier, il y a de l'amertume là, entre les Argonauts et les Alouettes. Ça va être une reprise de la finale de l'Est de l'an dernier. Chad Kelly ne sera pas là, il est toujours suspendu. Mais Cameron Dukes, jeune carrière, il a fait du bon travail lors de la première semaine d'activité. Contre Edmonton aussi, une chose que j'ai remarqué, j'en parlais avec Pierre Vercheval lorsqu'on décrivait la rencontre Marc-André, c'est que Brandon Woody fait du bon travail afin de donner des passes faciles à compléter à Cameron Dukes. On va lui demander de lancer des passes pièges, d'utiliser son dépanneur, tu sais, de courtes passes pour le mettre en confiance en début de rencontre. Et on utilise l'attaque au sol. Karim Carey a connu un fort match contre Edmonton. Il a gagné plus de 100 verges au sol. Et une fois qu'on a du succès avec le jeu au sol, c'est là qu'on prend des chances et on attaque les zones profondes. Et Cameron Dukes nous a démontré qu'il avait un bon bras, mais surtout qu'il était capable de décocher de longues passes, attaquer les zones profondes avec précision. Alors ça promet pour le match. J'ai bien hâte de voir ça, cette rencontre-là. C'est simple. Pour les Alouettes, il faut arrêter l'attaque au sol. Il faut rendre Toronto unidimensionnel, mettre la rencontre sur les épaules en attaque sur les épaules du jeune carrière Cameron Dukes. Alors, j'ai bien hâte de voir si on sera en mesure de le faire du côté de l'unité défensive de Noir Tour. Dukes me fait penser un peu, c'est le même moule que Cody Fajardo. Je veux dire, c'est un gars qui est capable de courir avec ses jambes au besoin. Il a un touché au sol dans le dernier match contre Edmonton. Donc, j'ai bien hâte de voir justement Dukes face à la grosse défense des Alouettes. Ça sera vraiment un affrontement intéressant. Et comme tu dis, si on arrête le jeu au sol du côté des Alouettes, puis qu'on demande à Dukes de gagner le match, ben, je parierais peut-être un petit 2 sur les Alouettes. Je pense que la défense. Mais j'ai bien hâte de voir vraiment. Ça sera un match tout simplement incroyable. Tu sais, Montréal-Toronto, on ne peut pas vraiment avoir de mauvais matchs dans ce moment-là. Mais oui, j'ai bien aimé, moi aussi, la performance des Argonauts contre Edmonton la semaine dernière. Donc, ouais, j'ai hâte de voir ce match-là. Ça va être vraiment intéressant. Ouais, Duke, souviens-toi, il avait affronté les Alouettes lors du match préparatoire au Sappers Monson. Et les Alouettes avaient appliqué beaucoup de pression, mais il était capable de se faufiler, de naviguer dans la pochette, d'éviter les sacs du corps. Il a fait la même chose contre Edmonton. Je te dirais qu'il est peut-être un peu plus rapide que Cody Fajardo. Du moins, il est plus vif, plus petit physiquement, mais quand même, il est capable d'éviter la pression. Alors, ça, c'est quelque chose à surveiller. On sait que la défense des Alouettes est en mesure de faire la vie dure au carrière adverse. L'autre chose que je vais surveiller, la défense de Toronto, Marc-André, elle est Ah oui, généreuse depuis le le début de front la saison, défensif. hein? Oui, c'est ça. Là, tu sais, le front défensif est capable d'appliquer beaucoup de pression. On avait réussi Ouais, 6 ouais, c'est sacs ça. lors de la première semaine d'activité, mais contre Edmonton, on n'a pas généré autant de pression. Là. Même McLeod Bethel Thompson a passé pour plus de 300 verges, 4 passes de toucher, si je me souviens bien. Mhm. Alors là, on n'est pas encore constant défensivement. Et la tertiaire des Argonauts, il y a des trous au sein de cette tertiaire-là. On a perdu des morceaux durant la saison morte. On a accordé, je me souviens bien, c'est 363 verges par la passe à Vernon Adams lors de la première semaine d'activité. Comme je viens de te dire,
Ben, Tal Thompson a passé pour plus de 300 verges avec 4 passes de toucher contre cette tertiaire-là. Il va y avoir des opportunités pour les Alouettes. On a vu ce dont ils sont capables lors de la dernière semaine. Alors, en tout cas, c'est une belle opportunité pour les Alouettes s'ils peuvent se présenter à Toronto et porter leur fiche à 4 victoires, aucune défaite. Et en terminant, s'ils sont en mesure de gagner, Marc-André, ça va être un record de concession, hein. Ils vont Ah ouais. établir un record pour le plus grand nombre de victoires en saison régulière. Ça serait une 9e victoire consécutive. Ils ont égalé la marque de concession la semaine dernière avec leur victoire contre Toronto. Sais-tu si Kevin Mittal va disputer la rencontre? Du côté des Argonauts, ça serait intéressant. Je sais qu'il n'a pas joué lors du dernier match, mais je ne sais pas s'il va être en mesure de Ouais, disputer cette rencontre-là. Oui, vas-y. je crois pas. On enregistre le podcast. On est mardi matin. Mittal a été placé sur la liste des blessés de 6 matchs Ah, avant le début excuse-moi. de la saison régulière. Ouais, c'est ça. Donc je crois pas qu'on va le retirer déjà, mais je vais regarder au cours des prochains jours, juste pour m'assurer. C'est dommage, parce que moi, j'avais hâte de le voir jouer dans la Ligue canadienne, dans l'uniforme des Argonauts. Là, avant le Hmm. début de la saison régulière, on l'a placé sur la liste des blessés. Donc, je crois pas qu'il va être en uniforme, mais éventuellement, il sera rétabli, puis on va pouvoir voir ce dont il est capable du côté de la Ligue canadienne. Un petit secret aux auditeurs. Pendant que tu parlais, j'essayais de voir sur Internet. Là, je tapais pour avoir des infos sur Kevin Mittal, puis j'ai rien trouvé. J'étais comme, bon, je vais te lancer d'abord. Tu vas Ouais, répondre à non, mes ben c'est questions. ça. T'es Ben mon c'est ça. encyclopédie. Ouais, ouais, ouais. Un Ouais, peu il est déçu de sur la liste des moi-même. blessés, malheureusement. Ouais, Non, ben écoute, ouais. hey, je ne blâme pas de ne pas suivre les activités quotidiennes des Argonautes, là. Non, il n'y a pas grand monde dans les estrades qui les suivent non plus au lors des matchs. Non, Fait non, que, même à Toronto, ben c'est ça, il n'y a personne qui suit à ouais, Toronto, donc on peut pas ouais. exiger de ta part que tu suives leur activité. Mon Dieu, écoute, à Edmonton, il n'y avait personne. Là, j'écrivais le match, comme je le disais, qui avait lieu à Toronto en compagnie de Pierre au cours du week-end. Il n'y avait personne. On a annoncé une foule de 10 000 personnes. Je suis même pas certain s'il y avait 10 000 personnes. Là, en tout cas, je Les serai billets sur place vendus. vendredi. Ouais, c'est ça, les billets vendus, mais est-ce que 10 000 personnes sont présentées? En tout cas, on va Mhm. être là vendredi soir. J'espère qu'il va y avoir une bonne foule, mais écoute, s'il n'y a personne, ben, pour les Alouettes, c'est tant mieux, hein, parce qu'on on pourra pas dire qu'on joue en territoire hostile, là. C'est la même chose à Edmonton, il n'y avait personne dans les estrades. Ils ont peut-être. Tu sais, le stade est loin du centre-ville aussi de Toronto. Ben, loin, c'est une façon de parler, mais tu sais, il est pas à porte, il n'est pas à distance de marche, mettons, du Rogers Center ou de l'aréna du Scotiabank Arena et Ouais, de mais ces places-là. c'est C'est un peut-être ça 15-20 aussi qui minutes en joue. auto, c'est pas. Ben, c'est un 15-20 minutes en auto, mais les gens à Toronto n'ont pas d'intérêt pour le football de la Ligue canadienne. C'est ça la réalité. Tu sais, j'en parlais avec Pierre Vercheval. Pierre me disait qu'ils avaient des bonnes foules durant les années 90 lorsqu'ils jouaient pour les Argos. Puis ben, à ce moment-là, on misait sur Doug Flutie, qui était le meilleur carrière de la Ligue, peut-être le meilleur carrière de l'histoire de la Ligue canadienne. On avait une équipe excitante. Après ça, au début des années 90, avec Rocket Ismail, on avait des bonnes foules. Mais mis à part ces deux périodes-là, là, dans les 35 dernières années, il n'y a jamais des bonnes foules au match des Argos. Même l'année dernière, tu sais, vers la fin de la saison, finalement, les gens ont commencé à se présenter au BMO Field. Mais Mhm. tu sais, on en parlait avant de commencer l'enregistrement. Tu sais, t'as les Raptors, t'as les Bills de Buffalo qui sont pas loin, quoi, à 45 minutes de route. Tu sais, t'as le Toronto FC, t'as les Blue Jays, bien sûr. En passant, le Rogers Center est tellement de toute beauté avec les rénovations qu'on a fait à l'intérieur. Le stade est méconnaissable, c'est vraiment génial. Ça pour dire C'est que dommage que l'équipe les qui gens est ont dedans, d'autres par intérêts. exemple, est médiocre en ce moment. Ah, ben écoute, tu peux pas terminer au premier rang, Non. participer aux éliminatoires à tous les ans, là. Mais ça, c'est autre chose. Mais tout ça pour dire Parenthèse que, baseball. Ouais. ouais, parenthèse baseball, ben, les gens à Toronto, ben, il y a beaucoup d'autres distractions. Tu sais, si tu vas aller voir un événement sportif, tu as beaucoup d'options afin de savoir où tu vas dépenser ton argent. Il n'y a pas juste Mhm. les Argos, loin de là. Puis on n'a même pas mentionné les Maple Leafs en plus au hockey. Tu as les Marlies qui sont là aussi. Il y a beaucoup de choses. Hein, tu sais, les gens se battent là, pour l'argent des amateurs de sport à Toronto, du moins les équipes sportives, je veux dire. Si j'habitais à Toronto, moi aussi, je pense que je préférais peut-être rouler un 40 minutes pour aller voir les Bills que d'aller voir la Ligue canadienne. Mais ça, c'est moi. Mais bien que j'ai rien contre le produit de la Ligue canadienne, là, je veux pas que si Mhm. Joey Alfieri écoute ça, je veux pas qu'il soit fâché contre moi. Mais dans le sens que, ouais, quand t'as l'option de voir de la NFL à quelques minutes ou à une demi-heure de chez vous, je pense qu'il y a un choix. Le choix est quand même logique, là.
Y a-t-il du Ah, c'est meilleur vraiment football? dommage, parce que c'est Ouais, la plus grosse ville au Canada. C'est une équipe qui a une longue tradition. Écoute, c'est l'équipe de football professionnel qui est la plus vieille en Amérique du Nord, les Argonauts de Toronto. Tu sais, les Argos existent depuis plus de 100 ans, si je me souviens bien. Mais bref, c'est dommage, mais les gens ont d'autres intérêts à Toronto. Bon, écoute, on va se mettre à parler d'un sujet un peu plus joyeux. On va parler de fantasy football et de la NFL, parce que là, on arrive au mois de juillet, puis à la fin du mois de juillet, les camps d'entraînement de la NFL vont commencer, puis à toutes les semaines, on aime parler de fantasy football ici au podcast Le Sac du Corps. Et notre expert fantasy football, Marc-André. Aujourd'hui, tu vas te concentrer sur ton classement à la position de demi à l'attaque, position qui est toujours payante en termes de fantasy football, mais qui a changé lors des dernières années, lors de la dernière décennie, étant donné là, que les porteurs de ballon qui on remet le ballon 20-25 fois toutes les semaines sont rendus denrées rares. Donc, on partage le champ arrière. exactement. Donc, ça devient difficile. Là. C'est plus comme avant où ce que tu repêchais Adrian Peterson, puis tu savais, bon, à toutes les semaines, je l'insère dans la formation partante, je me casse pas la tête. Là, c'est rendu un peu plus difficile. Ben, s'il y a un nom qui est encore, s'il y a un joueur qui est encore un peu comme ça, c'est Christian McCaffrey, le porteur de ballon des 49ers de San Francisco qui vient au premier rang de mon classement fantasy des demi à l'attaque. En deux, nous avons Breece Hall, le porteur de ballon des Jets de New York. En trois, Bijan Robinson, le porteur de ballon des Falcons d'Atlanta. En quatre, Jahmyr Gibbs, porteur de ballon des Lions de Détroit. Et en cinq, Karen Williams, porteur de ballon des Rams. Je vais m'attarder évidemment sur. C'est ma petite minute Bijan Robinson de la saison pour vous parler du prolifique porteur de ballon de deuxième année des Moi, Falcons on espère d'Atlanta. qu'il sera prolifique. Oui, 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 on l'espère parce que c'était quoi le problème avec Bijan l'année passée? C'est qu'il a obtenu seulement 47% des courses dans l'attaque des Falcons d'Atlanta avec Arthur Smith. Arthur Smith, c'était vraiment pas le favori des experts et des joueurs fantasy comme moi et toi. Il a obtenu seulement deux courses à l'intérieur de la ligne de 5, ce qui est un non-sens pour Bijan Robinson. En fait, 53% de sa production a été via la passe. Donc, pour un porteur de ballon que tu repères dans le top 10, qui est aussi explosif et électrisant, c'était vraiment, on se grattait la tête souvent à voir Cordarrelle Patterson, à voir Tyler Algier, à voir d'autres porteurs de ballon à la porte des buts du côté des Texans des Falcons. Quand Bijan Robinson aurait pu faire le travail, en 2023, il a terminé 17e au niveau fantasy à la position de porteur de ballon. Évidemment, on a un nouveau régime maintenant à Atlanta avec Raheem Morris en tête et on a déjà mentionné vouloir utiliser Bijan Robinson un peu comme Christian McCaffrey. Donc, si c'est vraiment ça qu'on fait à Atlanta, Didier, ben attention tout le monde. Bijan Robinson va vraiment exploser sur la scène fantasy parce qu'on s'entend Christian McCaffrey, il contribue à lui seul pour plus de quoi 60% de l'attaque, en tout cas plus de la moitié de l'attaque des 49ers de San Francisco. Si Bijan a ce genre d'utilisation, watch out, comme on dit. Donc, Bijan Robinson en 3 avec un potentiel, je serais pas. Il y a un potentiel ici de finir de terminer au premier rang à la position de porteur de ballon, assurément, mais il faut vraiment que toutes les dés toutes les cartes se mettent en place ou c'est ça, faut que les dés soient bien lancés également pour que Bijan finisse premier. Mais oui, il y a un potentiel vraiment énorme dans son cas. Ouais, puis en plus, un autre joueur de deuxième année qu'on va surveiller du côté des Falcons, qui va donner un coup de main à B. John Robinson, c'est Mathieu Bergeron, bien sûr, hein, le Mm-hmm. garde québécois partant des Falcons. Alors oui, B. John sera surveillé avec Michael Penix éventuellement qui va lui lancer des passes. Mais OK, maintenant, on va aller regarder Ah les oui, autres c'est vrai, j'avais positions oublié. de On va regarder les autres positions de ton top 20. Maintenant, position 5 à 10 maintenant de porteur de ballon. À la position 6, Didier, on suit, on suit, on Oui, suit, on 6 à suit. 10, oui, oui, 6 à Position. 10, oui, oui. Ben, les mathématiques Jonathan n'ont jamais Taylor. été ma force. Ouais, non, hein, c'est ça. Moi, j'ai mes 5,36 en passant quand même. J'ai été jusque-là. Faible, mais Ah j'ai oui, les là. ai. Oui. Mais ça n'existe plus. Je suis sûr que c'est un autre nom, là, maintenant. Là. Les Ah 5,36, ouais, ça existe. Est-ce que 5,36? ça existe encore? 4,36, Je sais pas. 5,36, Hey, 5,14. je sais pas si ça existe encore. Tout a changé. Écoute, j'ai ma nièce, elle a juste 9 ans, mais je regarde ça à l'école, tu sais, de la façon qu'ils leur font apprendre. Tu sais, ça n'a rien à voir avec à notre époque, là. Tu sais, même moi, je suis un peu plus vieux que toi, là. Tout a changé, là.
Écoute, j'ai pas d'opinion. Sûrement. Mais T'as pas déjà, en d'opinion. partant, Non, on mais a ça s'en changé vient, t'as des enfants, là, t'as des enfants, ça Ouais. s'en vient. Tu vas le constater. Quand tu vas arriver pour les aider à faire leurs devoirs, tu vas voir les mathématiques. C'est plus exactement comme c'était à l'époque, à ton époque, tu vas voir. Là, tu vas frapper un mur, je t'avertis. Déjà qu'on a changé les notes chiffres pour des lettres aussi, au primaire, je veux dire, me semble, en tout cas, personnellement, quand t'avais, tu sais, quand t'as 60 au lieu de C, ben, je pense que ça te force à prendre une meilleure prise de conscience sur le fait qu'il faut que tu travailles davantage. Mais ça, c'est moi, qui Non, pense ça. mais c'est plus Est-ce des qu'on revient au football? pourcentages. Non, Non, mais mais attends, mais semble. c'est plus des... Me Ça semble. dépend des Me écoles, semble. ça dépend des écoles, je crois. Mais je sais OK? pas, hein. Ouais, en tout cas, je demandais à ma sœur, ouais, les bulletins de ma nièce, c'est quoi? Est-ce que c'est des lettres ou des chiffres, des Une discussion pourcentages? entre deux gars qui ont aucune idée de ce qui avance en ce moment, c'est super Non, non, bon. mais toi, tu vas le savoir éventuellement. Tes enfants vont grandir, Ouais. éventuellement, tu vas le savoir. Ouais. Allez, En bon, 6, position nous 6 à avons 10. Jonathan Taylor. Oui. En 6, nous avons Jonathan Taylor, le porteur de ballon des Colts d'Indianapolis. En 7, c'est Quan Barkley, porteur de ballon de mes Eagles de Philadelphie. En 8, Travis Etienne, porteur de ballon des Jaguars de Jacksonville. En 9, Isaiah Pacheco, le porteur de ballon des Chiefs de Kansas City. Et en 10, Derrick Henry, le vétéran porteur de ballon maintenant avec les Ravens. Je vais vous parler d'Isaiah Pacheco que j'aime particulièrement à la position 9, que je pense qu'il pourrait intégrer facilement le top, ben facilement, mais il pourrait intégrer le top 5 à la position s'il est vraiment les étoiles s'alignent dans son cas, parce qu'en 2023, il a terminé au 14e rang à la position de porteur de ballon au niveau fantasy. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a obtenu au moins 20 opportunités par match ou plus par match dans 7 des 9 derniers matchs des Chiefs la saison dernière. On n'a pas fait d'acquisition d'importance à la position de porteur de ballon au niveau des Chiefs. On a re-signé simplement Clyde Edwards-Helaire, qui n'est pas vraiment dans les plans en termes de porteur de ballon numéro 1 de l'équipe, même si on l'a repêché, on Mhm. se souvient, en première ronde il y a quelques années. Euh, Ouais. une chose à mentionner avec Isaiah Pacheco, c'est qu'il a capté quand même 45 des 49 passes dirigées vers lui la saison dernière. On pense que c'est un porteur de ballon violent dans les tranchées, mais il est quand même capable de tirer son épingle du jeu dans le jeu aérien également. Et cette saison, l'attaque des Chiefs a quand même des points d'interrogation. On pense à Rashee Rice, qui, on ne sait pas ce qui va se passer, risque d'être suspendu. Et on a des nouveaux venus. On a parlé de Wardy la semaine dernière, Marquise Brown. Donc, ce serait intéressant de voir si Patrick Mahomes va se tourner vers ses visages, disons, familiers de l'attaque ou ses visages connus dans l'attaque des Chiefs. Et pour moi, ce serait se tourner vers Isaiah Pacheco, qui est vraiment, comme je le disais, assez efficace en situation de passe. Vous le repêchez en ce moment en fin de troisième ronde, début de quatrième ronde. Je trouve que Isaiah Pacheco a vraiment une belle valeur fantasy avec, encore là, un potentiel pour vous pour avoir de meilleures stats fantasy encore. Donc oui, Isaiah Pacheco, vraiment, j'adore ce porteur de ballon-là cette saison. Ouais, je l'aime beaucoup également, Pacheco. La seule chose, je me dis tout le temps, c'est depuis que je le regarde jouer, là, depuis quoi, il y a 2 ans, c'était sa première année, son année recrue avec les Chiefs de Kansas City. Comme ça a mentionné, tu sais, il est tellement robuste. C'est un coureur qui est intense, mais il n'a pas un gros physique. Donc, moi, je me dis tout le temps, combien de temps sa carrière va durer? Parce que déjà, Mhm. bon, on sait à la position de porteur de ballon, les carrières sont courtes, étant donné qu'on se fait frapper à chaque jeu, tout bord, tout côté, donc on nous remet le ballon. Mais en plus, avec son style de course, c'est ça que j'ai hâte de voir. Tiens, j'espère qu'il va être son corps va être en mesure de tenir le coup pour une autre saison, parce que j'aime le voir jouer, parce que justement, de la façon dont il court, il le fait tellement avec de l'intensité. Maintenant, les positions 11 à 15 à la position de demi On à l'attaque. dirait, on dirait que Pacheco, ses jambes vont plus vite que son haut du corps quand il court. Oui. C'est assez impressionnant. Mais, Oui. mais bref. Oui, en position numéro 11, nous avons Devon Achane, le porteur de ballon, l'explosif petit porteur de ballon des Dolphins de Miami. En 12, Rashad White, le porteur de ballon des Buccaneers de Tampa Bay. En 13, Josh Jacobs, le porteur de ballon maintenant avec les Packers de Green Bay. En 14, James Cook, porteur de ballon des Bills de Buffalo, que j'aime particulièrement à la position 14 cette saison. Je pense qu'on va vraiment, un peu comme Pacheco, on va l'impliquer davantage dans le jeu aérien, James Cook. Puis il va devenir, avec Joe Brady, il a vraiment connu de bons moments fantasy en fin de saison la saison dernière. En 15, nous avons Joe Mixon qui est maintenant rendu avec les Texans de Houston. Mais je veux parler de Devon Achane parce que c'est un joueur vraiment polarisant au niveau fantasy cette saison. Parce qu'on ne se le cachera pas, en termes de points par match la saison dernière, il a terminé
comme porteur de ballon numéro 5 au niveau fantasy. Il était premier pour les courses, on dit explosives. Ça, c'est des courses de plus de 15 verges. Et si on fait la règle de 3 sur 17 matchs de la saison dernière, ben, ça lui donne 1540 verges et 17 touchés devant H.N. La saison dernière. C'est assez impressionnant pour une recrue. Maintenant, Ryan Mostert est encore dans le portrait au niveau chez les Dolphins de Miami. Il a obtenu 21 touchés la saison dernière. Est-ce que je pense qu'il va obtenir encore 21 touchés? Probablement pas. Je pense qu'il va y avoir une régression dans le cas de Ryan Mostert. Je pense qu'il va favoriser vraiment devant H.N. puisqu'il a eu simplement 11 touchés la saison dernière. Donc, s'il y a une régression, puis j'ai également lu que Devon Achane a dit récemment qu'il aimerait vraiment être impliqué davantage dans le jeu de passe. Il s'entraîne à ce niveau lors du camp d'entraînement. Donc ça serait intéressant de voir comment on va le déployer dans une attaque aérienne devant Achane. Il a été productif simplement en 130 opportunités la saison dernière, Achane. Justement, à cause d'un meilleur, que je pense qu'il va avoir un meilleur équilibre au niveau des portées et des opportunités entre lui et Mostert, je pense que Devon Achane devient un choix judicieux et on peut le repêcher en ce moment en quatrième, cinquième ronde. Je pense que Devon Achane, vraiment, là, j'ai bien hâte de voir ce qu'il peut donner au niveau fantasy. Mais c'est sûr que lorsque vous regardez un match des Dolphins, il est apparent sur le terrain, il est explosif, il est vraiment époustouflant. Oui, puis on a vu bon, qu'en position 14, il y avait James Cook. Moi, je pense que les Bills ont misé plus sur le jeu au sol cette année. Tu sais, ils ont échangé Stephen Diggs. Puis on a deux bons ailiers rapprochés en Dalton Kincaid et Dawson Knox. On a vu l'année dernière qu'on a utilisé un peu plus de formation avec deux ailiers rapprochés. Je pense que c'est quelque chose qu'on va faire parce qu'on se rend compte à Buffalo qu'on doit avoir un meilleur équilibre. On joue à Buffalo, il y a des matchs qui sont joués dans le temps froid, dans la neige. Alors, moi, je crois vraiment que Cook devrait connaître une bonne saison. Puis à ta position 16, à la position 15 plutôt, oui, à Joe Mixon. Je pense que Joe Mixon, là, il commence à être au bout du rouleau. Là. C'est pour ça que, bon, on s'en est départi du côté des Bengals. On va voir, là, à Houston, qu'est-ce que ça va donner, mais je pense qu'on est rendu au bout du rouleau plus que d'autres choses, Monsieur Mixon. En mettant les positions 16 à 20, oui, vas-y. Non, vas-y, là, je me grattais. Ah, tu te comptais, ok, c'est bon. C'est bon. Ça me piquait. Ouais, Je ouais. te demanderai pas où. Je te demanderai pas où. Position Le 16 à genou, 20. le genou, le genou, mesdames, messieurs, le genou. Si tu le dis, si tu le dis. Ouais. Donc, en 16, nous avons Ken Walker, le porteur de ballon des Seahawks de Seattle. À Seattle, j'ai bien hâte de voir. On a dit qu'on utiliserait davantage les porteurs de ballon en situation de passe. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que Ken Walker. Dans son cas, s'il peut rester en santé, Ken Walker pourrait s'avérer payant au niveau fantasy. C'est vraiment ça le problème dans son cas. En 17, nous avons Ramondre Stevenson, le porteur de ballon des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. En 18, nous avons Alvin Kamara, le porteur de ballon des Saints de la Nouvelle-Orléans. Numéro 18 pour Kamara, ça fait des années qu'on ne l'a pas vu à ce rang-là, au chapitre des porteurs de ballon au niveau fantasy. En Ouais. 19, nous avons David Montgomery qui va quand même venir subtiliser les touchés à Jamie Gibbs, c'est sûr, la saison prochaine. Et Aaron Jones en 20, qui est maintenant rendu avec les Vikings du Minnesota. Et je veux m'attarder sur le cas de Ramondre Stevenson, qui a signé une prolongation de contrat de 4 ans, Oui, 36 Chichi. millions de dollars, dont 17 millions garantis. Tu sais, quand on parle de porteur de ballon, c'est vraiment intéressant de voir l'argent garanti. C'est un peu ça qui nous dévoile des choses. Donc, 17 millions garantis pour un porteur de ballon, c'est quand même substantiel comme montant. C'est sûr que la saison passée, Ramondre Stevenson a vraiment connu une saison, il a été blessé, il a connu vraiment une saison misérable, porteur de ballon numéro 27 au niveau fantasy. Mais en 2022, il a été le porteur de ballon numéro 10 au niveau fantasy, lequel Ramondre Stevenson va se pointer cette année. On avait vraiment on était vraiment mitigés. On ne savait pas trop sur quel pied danser dans le cas de Ramondre Stevenson parce qu'on a signé les Patriots, on signé Antonio Gibson. Puis on se disait peut-être Ouais. qu'Antonio Gibson va être utilisé en troisième essai, va peut-être enlever de la charge de travail à Ramondre Stevenson, mais cette prolongation de contrat-là de 4 ans, ce que ça me dit, c'est que Ramondre Stevenson est clairement le porteur de ballon numéro 1 de l'équipe, et ça jusqu'à ses 30 ans. C'est sûr que l'attaque des Patriots risque de ne pas être trop excitante à voir jouer, mais pour un choix de 6e, 7e ronde de Ramondre Stevenson,
Tu sais, dans le milieu fantasy, il y a souvent une stratégie qu'on appelle la stratégie aucun porteur de ballon, zero RB en anglais. Ça veut dire que, lors de vos repêchages, vous vous concentrez en début de ronde sur les receveurs, sur le corps arrière, sur l'allié rapproché, puis vous repêchez pas de porteur de ballon jusqu'en sixième, septième ronde. Donc, vos 5 premiers choix ne sont pas des porteurs de ballon. C'est une stratégie vraiment développée qui a quand même fait ses preuves puisqu'on en parle, mais moi que je n'affectionne pas particulièrement. Mais pour une personne qui veut essayer une stratégie de la sorte, ben, un Ramondre Stevenson, un porteur de ballon numéro 1 en sixième, septième ronde de vos pools fantasy, ça risque assurément d'avoir un porteur de ballon bien en selle qui va quand même pouvoir, il pourrait tirer son épingle du jeu absolument au niveau fantasy. All right. Ben écoute, Marc-André, on a fait le tour. On continuera ton classement des porteurs de ballon la semaine prochaine. Alors écoute, hey, je te remercie de ta collaboration pour tout l'épisode aujourd'hui. C'est grandement apprécié. On remercie également Guillaume, sans qui rien ne serait possible. Alors écoutez, on espère que cet épisode du podcast Sac du Cœur vous a plu. On se reparle la semaine prochaine. On verra si les Alouettes auront une fiche de 4 victoires et aucune défaite. Je vous rappelle qu'ils seront en action vendredi soir à Toronto contre les Argonauts dans le cadre de la reprise, oui, de la finale de l'Est de l'an dernier. Passez une bonne semaine.